bonjour à tous, on est sur la place du Panthéon, on est le 11 mai et aujourd'hui se tient le village antifasciste, donc un village organisé par différents collectifs antifascistes mais pas que. Et au moment où je parle, eh bien, il y a des groupuscules néo-nazis qui sont en train de défiler à quelques mètres d'ici. La manifestation a finalement été autorisée par le tribunal administratif ce matin. Donc on va aller faire un petit tour, on va aller voir, il y a pas mal de monde, il y a Tzedek, il y a des collectifs pro-palestiniens, il y a des anticapitalistes, des antifascistes, il y a la France Insoumise aussi qui est là. Donc on va aller leur parler et on va aller voir pourquoi ils sont là. Et Richie, bon bah allez, on va commencer avec toi. Salut Richie. Comment ça va? On est là, hein. Alors, donc toi, tu es présent sur le village antifasciste, tu es là avec PEPS, donc pour une écologie populaire et sociale. C'est ça, on est là avec PEPS pour une écologie populaire et sociale et aussi avec Red Jeune. On a un stand commun avec Yacine Bagnetou notamment, qui est un jeune camarade. Et c'est hyper important d'être là parce que face aux fachos qui déambulent dans les rues et qui se croient tout permis, comme on l'a vu l'an dernier en faisant des saluts néo-nazis, pardon, et des néo-nazis, des nazillons qui défilent, il faut avoir une présence forte, il ne faut pas laisser faire, il faut occuper le terrain et il faut leur dire qu'ils n'ont pas le monopole de l'espace public et c'est la raison pour laquelle cette initiative elle est salutaire. À mon goût, on pourrait faire encore mieux, mais on va procéder par étapes et c'est déjà hyper important d'avoir cette présence radicale et cette présence qui permet aussi des tables rondes fortes qui laissent une place aux premières concernées par les combats antifascistes. Alors justement, toi tu vas intervenir tout à l'heure à une table ronde avec d'autres personnes, d'autres militants. C'est ça, la table ronde qui s'appelle Fascisation de l'État et criminalisation des luttes, si je dis pas de bêtises, avec Yessa Belrodja, avec Amal Bentoussi, avec Thomas Porte. Et avec Emmanuel Vire de la SNJ-CGT, donc une belle table ronde et on va essayer de dire déjà de faire le constat d'où viennent les mots MAUX qui sont les nôtres avec la fascisation de l'État, comment on peut comprendre cette dernière. Moi je vais soutenir que c'est manquer de radicalité que de dire que c'est un phénomène nouveau mais qu'il y a des racines à ce phénomène de fascisation et qu'il y a eu une expérimentation ces dernières décennies sur les habitants des quartiers populaires, sur les populations racisées et que donc une fois que ce constat sera fait, on va aussi dire comment et dans quelle perspective on peut lutter et je pense qu'on va prendre le modèle et s'enraciner sur la journée du 21 avril qui est un bel exemple en termes de lutte et de réussite. Merci. Alors Yacine, toi tu es un militant de Red Jeune. Ouais, du coup Red Jeune, on est une organisation de jeunesse qui est née dans le 94, aujourd'hui qui s'est développée dans tous les départements de banlieue parisienne. On se développe aussi sur Lille et sur Lyon et on milite sur toutes les questions d'antiracisme politique, sur la question aujourd'hui des violences policières, les contrôles aux faciès et voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez senti ce besoin de créer un autre collectif par rapport à ces questions alors qu'il en existe déjà? Est-ce que c'est un besoin de localité? C'est apporter quelque chose d'autre? Nous déjà, le constat qu'on a fait, déjà juste pour parler des partis politiques, nous on vient tous plus ou moins ceux qui ont créé Red Jeune, on vient de partis politiques de gauche, donc on vient soit de la France Insoumise, soit du Parti communiste, et on s'est dit à un moment donné qu'on voulait avoir notre propre espace politique de jeunes et de jeunes issus de quartier, qu'on en avait marre d'entendre des gens parler pour nous. Donc du coup on a créé Red Jeune il y a 3 ans, donc sur la question justement des luttes antiracistes. Et là aujourd'hui nous on essaye beaucoup de faire d'éducation populaire dans les quartiers quand on va voir les jeunes, de leur apprendre aussi qu'il y a une histoire des luttes des quartiers, ce qui n'est pas trop appris malheureusement aujourd'hui et ce qui n'est pas trop repris aussi par les partis politiques. Là je vois que derrière nous il y a donc la photo de Ziad Ebouna et il y a écrit « Nous revendiquons l'instauration du récépissé du contrôle d'identité ». Est-ce que tu peux expliquer? Ça c'est une revendication historique depuis longtemps. Le Parti communiste l'a porté à différentes reprises, la France Insoumise aussi. Le récépissé du contrôle d'identité. En fait, nous, on reprend cette proposition-là. On veut remettre en place un récépissé à chaque contrôle d'identité où il y aurait du coup le matricule du policier, le lieu du contrôle. Et ça nous permettrait de montrer que déjà, il y a un maillage territorial des contrôles d'identité, qu'il y a une ségrégation spatiale, que c'est aussi les mêmes qui sont toujours visés par les contrôles d'identité, que les contrôles aux faciès, ça existe, c'est une réalité, et que c'est la première des violences policières, que c'est l'entrée aux violences policières, mais c'est aussi la première, parce que c'est une violence symbolique. Et voilà. Donc. Oui, c'est une façon de matérialiser et de rendre visible pour les gens la discrimination aux faciès et puis tout ce qui s'ensuit et que tu as très bien expliqué. Ouais, merci. Merci à toi.
Alors Tzedek aussi est présent sur ce village antifasciste. C'était important pour vous d'être là? Bah oui, nous on est un collectif qui est aussi antifasciste, donc on est même organisateur en fait, on est co-organisateur du village, donc on a participé aux réunions, etc. On a des camarades qui participent au service d'ordre, donc c'était logique qu'on ait un stand. Et puis oui, on est un collectif antifasciste, on célèbre aussi la mémoire des juifs qui ont participé à la résistance, au FTP-MOI, qui ont résisté contre l'invasion nazie. Et puis voilà, on est proche de la FA Paris-Banlieue. Être un juif antiraciste, c'est aussi être un juif antifasciste, quoi. Ça nous paraît évident. Justement, cet après-midi, il y a des néo-nazis qui sont en train de défiler dans Paris, comme chaque année à la même date. Vous, en tant que juif, forcément, ça fait résonner quelque chose de particulier. C'est important d'être là, et en plus, dans le contexte de génocide qui se passe actuellement. Bah oui, ça montre qu'il y a une montée exponentielle de l'extrême droite, c'est-à-dire que maintenant, un référé liberté permet de faire accepter des manifestations extrêmes. Mais en fait, ce que ça veut dire, ce que je trouve ça inquiétant, c'est-à-dire que la justice, elle met sur le même plan des manifestations palestines et des manifestations néo-nazis. Oui, parce que le tribunal administratif a autorisé ce matin la manifestation avec pour argument que ce serait une grosse atteinte à la liberté de manifester si ces personnes-là ne pouvaient pas défiler. Alors qu'il y a des signes néo-nazis avérés, des groupes qui sont avérés là-dedans. Donc voilà, il y a une mise en parallèle qui est assez effrayante. Et puis oui, c'est une montée... c'est inquiétant pour nous parce que on sait très bien que une fois qu'ils auront plus besoin de nous pour faire jouer les cautions et pour se laver, et qu'ils seront les nouveaux légitimes dans la scène publique, ils vont nous lâcher aussi vite qu'ils nous ont repris, quoi. Donc ouais, c'est important de montrer, c'est important de faire front tout de suite, parce que sinon c'est nous le prochain sur la liste, quoi. Merci. Je suis riche. On est avec Nils au stand de la France Insoumise. Alors pour vous, c'était important d'être là, ce village antifasciste aujourd'hui? Bah oui, c'est important, surtout avec les mobilisations d'extrême droite en ce moment, pour aussi soutenir les blocages des facs et tous les mouvements antifascistes en ce moment. Il fallait montrer qu'il y avait du monde et c'était important pour nous. Ok, et vous appartenez à une session, peut-être jeune ou de la France Insoumise? Bah oui, bah moi du coup je suis jeune insoumis et à la France Insoumise, du coup oui. Voilà. On fait des actions, on fait des porte-à-porte, on distribue des tracts, voilà, c'est marrant. Et alors ça s'engage comment pour Manon Brie là? Bah, ça s'engage très bien, nous on est très optimistes. Non, on fait une grosse campagne, on fait beaucoup de porte-à-porte. On a fait les porte-à-porte géants avec les députés. Donc non, nous on est confiants, on veut avoir un max de députés. Non, on est serein. Ouais, est-ce que la question de la Palestine et de ce qui est en train de se passer actuellement avec le génocide, est-ce que vous pensez que ça a pu politiser un certain nombre de jeunes? Oui, enfin oui. Moi, pour expliquer rapidement, je viens de Drancy, dans le 93, et clairement là-bas, on se politise beaucoup par la Palestine. On commence par la Palestine, on va à des manifs palestines, on y rencontre des gens, et ah bah vas-y, je viens aussi sur telle action, et petit à petit on fait d'autres choses. Mais moi, je sais que je suis entrée par l'antiracisme, par parole d'honneur aussi, mais et par la question palestinienne. Du coup, oui, je pense que ça politise, et en particulier la jeunesse, où j'ai l'impression qu'il y a un peu le réflexe d'être pro-palestinien qui revient. Genre j'ai l'impression que chez les jeunes, oui, on est pro-pal parce que c'est la moindre des choses d'être pro-palestinien. Voilà, oui, ça avait un peu disparu peut-être, et là vous êtes en train de reprendre le relais, c'est super. Bah ouais, bah moi je sais que quand j'étais tout petit à la fête de l'UMA, ça semblait évident à tout le monde d'être pro-bal. Et après il y a eu une phase où j'ai l'impression que ça l'était un peu moins. Et ouais, du coup moi au tout début quand j'étais tout petit, genre 5 ans, je me souviens mon père il était comme oui c'est important d'être pro-palestinien. Et après j'ai l'impression que la cause elle a été un peu moins importante, peut-être aussi parce qu'on s'est habitué, parce que aussi il y avait le truc de, il y avait tout le temps... une pétition pro-pal, un truc et tout. Et en fait, avec tout ce qui s'est passé dans les mois récents, ça a rappelé tout le monde à quel point c'est important, à quel point ce qui se passe, c'est aussi ancien. Et je vois des jeunes qui s'engagent que de maintenant, mais aussi se renseigner sur tout ce qui se passe depuis le tout début de la colonisation. Et du coup, ça fait plaisir de voir qu'il y a un regain d'intérêt qui n'est pas que ponctuel, qui est aussi pour cette cause en général. Est-ce que ces jeunes écoutent Tonton Youssef?
Oui, tous, avec beaucoup d'attention, on l'adore. Ben, merci Nils. Merci à toi. Être dans le maquis et il y a quelque chose qu'on voudrait vraiment souligner quand on parle de la résistance algérienne, c'est la place qu'ont eu les femmes dans la résistance, y compris en fait dans leur obligation. Quelque part, quand on se retrouve ici aujourd'hui, on lutte contre cette instrumentalisation parce que là, on voit bien que toutes ici réunies, nous avons dénoncé cette instrumentalisation et la France, tu l'aimes ou tu la kiffes? Paul Elec, salut. Salut. Alors toi, tu es ici aussi sur ce village antifasciste. On a vu ce matin que la manifestation des néo-nazis était finalement autorisée par le tribunal administratif. Qu'est-ce que tu penses des réactions, des différentes réactions par rapport à ça? Je trouve ça intéressant, je comprends que les gens déplorent le fait qu'elle ait été autorisée, mais pour moi ça montre plus en fait la limite intrinsèque de l'état de droit. En fait, c'est une conception hyper abstraite de la société dans laquelle le droit, il regarde de façon abstraite les droits des individus et pour la même liberté de manifester, ils vont autoriser une manif fasciste ou interdire ou essayer d'interdire une manif antiraciste ou pro-palestinienne. Donc la question montre bien que la question est politique, Pourquoi c'est politique? Parce que l'État a choisi d'essayer d'interdire les manifestations palestiniennes. Cette fois-ci, ils ont essayé d'interdire la préfecture, la manif des fascistes, parce que l'année dernière, ils n'avaient rien dit, ils étaient d'accord pour que ça soit autorisé. Donc toute la question, c'est comment politiquement on s'organise et qu'on fait masse. Et moi, ce que je remarque, c'est que l'année dernière, il n'y avait pas grand-chose. Et là, cette année, il y a un village avec un panel large d'organisations et que, à mon avis, c'est responsable dans la période d'avoir des organisations Attaque à la France Insoumise en passant par toutes les organisations antifa qui ont déjà structuré la lutte antifasciste en France, de se rassembler et de faire événement. Et donc c'est à mon avis dans la bonne direction, c'est la mobilisation politique et populaire qui donne des orientations à la société et qu'on ne peut pas compter sur des trucs comme l'état de droit ou juste la justice. La question c'est pression populaire, résultat et pression contre l'État. Oui, parce que pour préciser, cette manifestation, elle a finalement été autorisée parce que le tribunal a décidé que sinon ce serait une grave atteinte à la liberté de manifester. Donc ça rejoint ce que tu dis. Oui, c'est que en gros, on est dans une société libérale dans laquelle le droit est un point d'appui pour nos droits et libertés civiques. Mais en fait, la question c'est comment on les maintient. C'est encore une fois, moi je crois à la puissance de l'organisation politique des gens. On l'a bien vu, les manifs palestiniennes, ils ont essayé de les interdire, et au fur et à mesure qu'on s'est mobilisé, que les gens ont joué à la fois la carte judiciaire, mais à la fois la question de maintenir la pression, de se mobiliser, y compris en occupant des universités, en créant des comités de quartier, etc., que ça bouge. Et donc là, ça révèle le fait que l'État n'est pas un instrument neutre au-dessus de la société. L'État, c'est des gens qui le capturent, à savoir là la bourgeoisie, qui joue un très mauvais jeu d'alliance avec le fascisme quand ils en ont besoin, avec l'extrême droite dans les centres parlementaires et ailleurs, et qu'en fait il faut se battre contre ça et c'est seulement la pression qui peut changer les choses. En parlant de l'extrême droite, on a vu que le gouvernement avait aussi dissous des groupes d'extrême droite. Il n'a pas dissous seulement, par exemple, Palestine vaincra, il s'est aussi attaqué aux groupes d'extrême droite. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Parce que certains s'en réjouissent et certains estiment que justement cette facilité à dissoudre n'aide personne. C'est tout le problème, c'est que c'est avec les mêmes instruments qu'ils peuvent s'attaquer à nous et aux fascistes parce que, encore une fois, ils prétendent à ce rôle de neutralité, mais en fait ils ont des avis. Moi, je me réjouis quand même, en fait, dissoudre les organisations des FAF, ça permet quoi? Ça permet à court terme une petite désorganisation, je ne vais pas cracher dessus, mais je vois les limites intrinsèques de ce modèle, parce qu'encore la question c'est comment on fait reculer politiquement ces gens-là. Et la première chose, c'est encore une fois d'avoir un discours clair, de l'organiser politiquement, et la meilleure preuve c'est quoi? C'est que le gouvernement, encore une fois, il joue un mauvais jeu avec ça. Un jour il dissout une organisation d'extrême droite un peu visiblement fasciste, et le jour d'après il donne une vice-présidence au Rassemblement national à l'Assemblée, ils font une loi avec la préférence nationale, donc c'est voilà, encore une fois le combat est politique et il faut être franc et ne lâcher mais pas un millimètre de terrain, et c'est pour ça que notamment les organisations antifascistes qui sont présentes ici et qui sont à l'initiative de ce genre de rassemblement, elles font un taf, elles l'ont fait beaucoup d'années aussi un peu dans le désordre
désert. Il y a aussi des raisons de la façon dont les organisations ont réussi à maintenir ce discours. Mais ce que j'observe là, c'est qu'il y a une jeunesse hyper déterre, qui a un niveau d'exigence politique très fort et que c'est encourageant pour la suite. En ce moment en Italie, il y a pas mal de manifestations fascistes. Déjà, le fascisme est au pouvoir et on voit aussi les chemises noires qui défilent. On a vu des images très impressionnantes avec des nazis, des fascistes, des images qui font froid dans le dos. On voit qu'en France, il y a des réactions différentes par rapport à ça, mais aussi beaucoup de personnes qui sont assez choquées de ce qui se passe et qui pour autant n'arrivent pas forcément à dénoncer la montée de l'extrême droite ici en France, la fascisation. Bah oui, parce que c'est encore une fois l'hypocrisie absolue de la Macronie. C'est toujours facile de regarder chez le voisin et de venir donner des leçons et de ne pas regarder son action concrète. Mais la France a toujours cette position de donner des leçons et ne jamais regarder ce qui la concerne elle. Et oui, c'est hypocrite. Ce que j'observe, c'est qu'il y a aussi une mauvaise compréhension de la dynamique des fascistes. Oui, il y a des manifestations fascistes et les images étaient impressionnantes en Italie, mais il y a aussi l'extrême droite au pouvoir. Et on pourrait se dire, est-ce que c'est l'extrême droite fasciste ou pas? La question, c'est qu'il y a une division du travail militant dans les fascistes. Il y a des groupes violents, petits, qui assument la fonction de violence. Ils attaquent des gens dans la rue ou dans les manifestations, dans les rassemblements. Et de l'autre côté, il y a des mouvements. Le fascisme de masse est représenté par ces mouvements électoraux de masse. Parce qu'en Italie, c'est quand même, avant la Meloni, là, il y avait la Lega de Salvini. Et voilà, en France, on a pareil. On a le Rassemblement national, la bourgeoisie radicalisée avec Reconquête et des groupes fascistes violents. Et en fait, ils se divisent le travail parce que cette forme de fascisme revient, mais sous d'autres formes, sur les formes actualisées de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et il faut que nous, on continue de faire le taf en disant, mais de génération identitaire à Zemmour en passant par Marine Le Pen ou des fascistes qui ont manifesté en Italie jusqu'à Meloni, genre c'est 50 nuances de faf et il faut tous les défoncer, c'est tout. Ouais. Tu parlais de l'hypocrisie du gouvernement. Là, on est devant le Panthéon. Il y a la photo de Manoukian. Et pour autant, là, on voit par rapport à la Palestine qu'il y a énormément de complaisance avec Israël. Comment t'expliques ça ? Encore une fois, l'opportunisme du gouvernement. J'ai en souvenir un passage de Lénine où il dit « Une fois que les figures révolutionnaires sont mortes, on essaye de les récupérer pour, il dit, émousser le tranchant du couteau de leur lutte, émousser le caractère subversif de leur cause. On a vu ça avec plein de figures. Si on regarde, je sais pas, Che Guevara, la moitié des gens qui portent un sac Che Guevara, c'est des mecs qui l'auraient fusillé, sans une pensée secondaire pour le coup, parce que ça aurait été des bourgeois à la solde de l'impérialisme américain, tu vois. Donc, en gros, il y a un opportunisme du gouvernement, il veut faire du symbolique. C'est un gouvernement qui triangule tout le temps. Il essaye toujours de prétendre qu'il est progressiste, qu'il est de gauche. C'est une espèce de vieux discours qu'il avait commencé en 2017 en mode nous sommes le progressisme. Et de l'autre côté, tu as raison de souligner, les fêtés, c'est soutien inconditionnel à Israël ou là, ils nous ressortent une espèce de nouvelle formule qui est on va combattre l'État colonial israélien à coup de communiqué de presse. Alors qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, On a vu ce matin Macron qui disait qu'il condamnait les violences à Rafah ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, mais Netanyahu, il a dit aux États-Unis, on s'en bat les couilles de ce que fait le gouvernement américain. Vous pensez qu'il en a quelque chose à foutre d'Emmanuel Macron? La question, c'est qu'ils essayent tous d'esquiver une seule question. C'est la contrainte, et la contrainte ça s'appelle quoi? Des sanctions diplomatiques et économiques. Pourquoi Joe Biden il dit on va arrêter de livrer des armes, etc. Parce qu'il refuse de poser une question. Vous connaissez un conflit où avec des massacres de masse qui sont faits comme ça quand une population civile, personne n'a proposé de sanctions? Non. C'est la situation sui generis de l'État colonial israélien. Et pourquoi? Parce qu'on le voit, nos gouvernements préfèrent faire sauter le faux semblant démocratique ici, interdire des conférences, interdire des manifs, plutôt que de rompre avec la solidarité coloniale. Donc hypocrisie et un jeu dangereux encore une fois. Parce que qu'est-ce que ça produit ces deux poids deux mesures? Ça produit de la colère et ça produit une situation de tension où des gens qui sont légitimement en colère sur ce qui se passe se sentent impuissants et ils veulent appeler à décourager les gens en fait. Mais encore une fois, faut pas. Il y a des gens qui bougent, il y a des universités qui sont occupées, il y a des manifestations tous les jours, des comités de quartier qui se créent et voilà, les gens, allez-y quoi. Merci. Et ça me fait plaisir de voir l'extrême droite à genoux devant la résistance communiste, ça me plaît.